Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité dans toute sa diversité, c'est dans Semaine Po, l'émission incontournable des acteurs politiques. Les mardis et jeudis, ils se retrouvent sur ce plateau pour analyser l'actualité. Au menu de ce numéro, un seul sujet, l'impasse politique guinéenne, alors que l'opposition ne désarme plus avec les interminables manifestations de rue. La CENI, elle, continue à réaliser plusieurs actions dans le processus électoral. Elle a lancé cette semaine en grande pompe la révision exceptionnelle du fichier électoral. Deux invités sur ce plateau pour décortiquer les lignes de force de ce sujet qui défraie la chronique. Monsieur Mamadi Diaby, il est membre du RPG Arc-en-Ciel, président de la structure La Convergence des Jeunes pour la réélection du président Alpha Condé. Monsieur Diaby, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mfali. Bienvenue dans Semaine Po. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je salue les millions de téléspectateurs d'Évasion TV. Je suis très ravi d'être sur ce plateau cet après-midi. Voilà. Alors, deuxième invité justement au compte de cette émission, Monsieur Ahmed Tidiane Silla. Il est le chargé de communication de l'Union des forces républicaines. Monsieur Tidiane, bonsoir. Bonsoir, M. Guilavogui. Bienvenue dans Semaine Po. Et merci, je suis comme mon ami, je suis très ravi d'être invité à cette émission. C'est la première fois que je participe à une telle émission. Oui. Et je crois que les millions d'auditeurs d'Évasion seront épatés par les différents échanges qu'on va avoir à faire sur des questions aussi importantes. Voilà. Alors, M. Ahmed Tidiane, nous vous posons la première question. L'opposition a reporté donc sa manifestation de rue qui était prévue pour le jeudi prochain à lundi prochain. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui a prévalu à ce report. Est-ce que c'est parce que les tenants de cette coalition politique, je veux parler du chef de file de l'opposition, M. Seloudalen Diallo et Sidia Touré, en tout cas séjournent du côté de la Côte d'Ivoire? Je voulais vous rappeler d'abord, avant de répondre à la question, que lors de la dernière réunion, l'opposition a eu pour étaler un peu le calendrier de manifestation au siège de l'UFC, il y a 2 jours de cela. Nous avions décidé qu'à partir de lundi, qui était hier, d'aller soutenir nos manifestants qui étaient arrêtés, qui devaient passer en procès dans les différents tribunaux de Conakry, à savoir le tribunal de Dixine et de Mafanko. Aujourd'hui, mardi, on devait organiser une conférence de presse pour faire le bilan des manifestations passées. Il a étalé le programme des manifestations. Et demain, mercredi, il était prévu d'aller rendre visite à nos blessés dans les hôpitaux et également des familles des victimes, des gens qui ont été tués pendant ces manifestations. Et le jeudi, il était prévu d'organiser les manifestations dans les 5 communes de la capitale Conakry. Et la dernière rencontre que nous avons eue hier, il a été décidé d'élargir ça à toute la Guinée. Donc, vous avez vu le côté préparatif des manifestations. On avait prévu jeudi pour les 5 communes de Conakry. Si nous décidons maintenant d'élargir ça à toute la Guinée, donc il faut reporter pour qu'on puisse être prêt. Et n'oubliez pas que nous avons des blessés qui sont dans les hôpitaux. Également, hier, il y avait le procès de nos militants qui étaient donc ont été occupés à M. Tidiane, ça explique un peu le report. M. Tidiane, également, ce n'est pas parce que pour la mobilisation justement des militants et sympathisants, on sait que ce sont les deux tenants de l'opposition. Il s'agit de M. Sidia Touré et Seloudalen Diallo. Est-ce que cette opposition donc se limite à ces deux personnalités politiques? Non, on va dire ça se réduit l'opposition. L'opposition ne se réduit pas à ces deux personnalités. Mais effectivement, j'en venais, l'absence des ténors de l'opposition, il fait partie des raisons qui font qu'on reporte cette manifestation. Et également le fait qu'on avait prévu pour la circonscription de Conakry. Si on veut élargir maintenant à l'intérieur à toute la Guinée, écoutez, on ne peut pas, parce que les consignes n'ont pas été passées à temps. Aujourd'hui, nous sommes mardi, demain c'est mercredi et après-demain c'est jeudi. Donc il est important de reporter ça, ne serait-ce que pour 4 jours, pour que lundi, les gens soient suffisamment informés et pour qu'on puisse lancer la manifestation. Oui, M. Diaby du RPG Arc-en-Ciel, votre réaction rapidement, est-ce que c'est un coup de théâtre que l'opposition vient de cautionner encore? Je constate une seule chose. Et la chose là, c'est que l'opposition guinéenne est en perte de vitesse. Pourquoi l'opposition guinéenne serait en perte de vitesse? Vous savez, depuis que ces manifestations-là ont commencé, cette opposition avait affiché clairement l'ambition concernant l'organisation d'un mouvement d'insurrection populaire national. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y a de la retenue de la part de la jeunesse.
on a constaté qu'il y a de la retenue de la part des citoyens de tous les bords qui constatent que l'opposition, au lieu de se consacrer sur les fondamentaux d'une opposition démocratique, qui est celui de la recherche des projets alternatifs à travers des études très minutieuses qui viennent soit compléter les idées des gestionnaires actuels du pays, c'est-à-dire ceux qui sont dans les affaires, se bornent tout simplement et de manifester des mouvements et qui ont pour corollaire du moins des morts. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, à chaque fois qu'on va sur le schéma d'une manifestation en Guinée, des manifestants qui ne maîtrisent pas les outils techniques tels que les règles de la République prescrites en la matière se permettent de jeter les pierres, se permettent de s'en prendre aux institutions de la République, voire même aux forces publiques, et avec cela des conséquences parfois très déplorables. Monsieur Diaby, vous n'ignorez pas que l'article 10 de la Constitution, en tout cas, donne la prérogative à tout citoyen, à tout acteur politique, en tout cas, d'exprimer sa colère dans les règles de l'art. Vous savez, chez nous, l'Alliance Arc-en-Ciel, nous sommes des républicains. Nous avons le sens très élevé de la République. Et nous constatons que les manifestations, ce sont des faits qui sont prescrits par nos lois. Et nous ne sommes pas contre. Mais, par contre, qu'il y ait des manifestants qui vont au-delà du droit qui est le sien, qui s'attaquent contre l'autorité publique, qui s'attaquent contre les biens privés, qui s'attaquent contre les biens publics et qui met en branle tous les dispositifs en termes de la bonne gestion, c'est cela que nous condamnons. Et là, nous sommes assez fermes là-dessus. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a des manquements vis-à-vis de ces manifestations-là, vous avez des forces publiques, notamment la gendarmerie élargie sur la police, qui prennent toujours les bonnes mesures en ce qui concerne, n'est-ce pas, la limitation de ces effets très nocifs que ces oppositions-là sont en train aujourd'hui de faire sur la sphère politique guinéenne. Alors, voilà, on va écouter M. Tidiane à présent. Est-ce que vous approuvez en tout cas cette thèse que vient de développer M. Diaby, en tout cas qui salue le travail souvent effectué par les forces de sécurité? On a quand même vu pendant la dernière manifestation, les leaders politiques ont été confinés à la résidence privée du chef de file de l'opposition, et même le président de l'UFR, il a été empêché de sortir pour rejoindre ses militants. Votre réplique moi, ce qui m'étonne, je me demande comment on peut apprécier les forces de l'ordre alors qu'on sait que chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a des pauvres citoyens qui sont tués par balle, il y a des gens qui sont bastonnés. On a vu tout récemment l'abbé, le jeune qui est décédé, qui a été bastonné par les forces de l'ordre à être des Gourdins et qui en a perdu la vie. Vous avez vu ici le jeune qui est mort la dernière fois. Est-ce que l'enquête a révélé que le jeune a été tué par des forces de l'ordre? Écoutez, maintenant, je veux dire, les balles qui ont été prises sur place, ce sont des balles des armes de guerre. Ce n'est pas, je ne sais pas comment le pauvre citoyen peut se munir d'une arme de guerre. Et le rôle revient à qui? Vous l'avez dit, hein, ce n'est pas, vous parlez d'enquête, mais ça revient à qui de faire des enquêtes minutieuses et d'arrêter les responsables et coupables. Ça fait depuis qu'on a commencé les manifestations, on est aujourd'hui à plus de 60 morts. Mais vous n'avez jamais entendu, vous êtes les médias, vous promenez vos caméras partout, où vous avez entendu qu'il y a eu une enquête minutieuse par rapport à telle personne qui a été tuée lors d'une manifestation et que les coupables ont été arrêtés. Parce que les balles là qui sont utilisées, moi je crois qu'avec des enquêtes balistiques, on peut remonter la filière, hein, on sait quelle arme a utilisé telle balle. C'est la réponse que je voulais apporter. Donc quand mon cher ami me parle de la gendarmerie qui est en train de faire un bon travail, moi je me dis que les Guinéens paient la vie. Quand un Guinéen tombe sous l'effet d'une balle, je me demande pourquoi on doit féliciter les forces de l'ordre. Parce que leur rôle ici, c'est de canaliser la manifestation, c'est de faire en sorte que les gens ne s'en prennent pas au bien. Comme on le dit, ce sont les forces de l'ordre. Mais ici, ce sont des forces aux ordres du gouvernement. Oui, mais par rapport justement à ce point, le président de la République a été ferme. Je crois récemment sur la voie de l'Amérique, chez nos confrères donc de la VOA, il a dit que la gendarmerie et la police en tout cas sont casernés. Donc sont les manifestants armés souvent qui sortent
donc pour s'en prendre aux forces de sécurité et de défense. Est-ce que vous approuvez, vous approuvez en tout cas cet argument que le président de la République a pris? Moi je crois que c'est le ridicule, hein. Vous êtes les médias, vous avez vos reporters sur le terrain, un reporter me dit que les dernières manifestations qu'il a vu un militant armé. Mais écoutez, on a vu les images, vous savez, les images sont passées sur les chaînes internationales, sur les réseaux sociaux. Le président Sigal a rappelé qu'Alpha ne connaît pas Facebook, sinon il aurait vu les images des militants, des gendarmes avec des armes. On a vu, et même l'AFP en a publié des images, mais tout le monde a vu ça. Mais je crois que ça c'est ridicule. Et quand un chef d'État se permet de tenir de tels propos, et que le gouvernement, hein, avant qu'il tienne ce propos, le gouvernement a fait un communiqué où il a reconnu qu'il y a eu des morts par balle. Donc il y a toute une cacophonie au sommet de l'État. Et c'est vrai que le gouvernement n'a pas dit que les balles là, en tout cas, ont été tirées par la gendarmerie ou par la police. Mais le rôle revient à qui? Est-ce que c'est moi le citoyen ou est-ce que c'est moi, parti politique, qui doit mener une enquête? Le rôle, ça revient à l'État. Le rôle, le gardien de l'État, c'est ça, c'est de faire des enquêtes minutieuses. Il y a eu des citoyens qui sont tombés. Les forces de l'ordre ne sont pas là contre l'opposition ou contre le pouvoir. Ils sont là pour protéger les citoyens guinéens. Et je crois qu'il revient à l'État de faire des enquêtes. Lorsqu'un Guinéen tombe, il est assassiné, il est tué, hein, de faire des enquêtes minutieuses, hein, d'arrêter les responsables, de les juger et de les condamner. Est-ce que ce n'est pas ce que la justice est en train de faire? Parler de cascade de condamnation des militants de l'opposition. Oui, mais effectivement, ce que j'ai dit, quand vous parlez de force, on a l'impression que les forces, c'est contre les militants de l'opposition. Parce qu'on va dans les maisons, on attrape les gens qui sont assis devant leur magasin, ou les gens qui sont sortis paisiblement pour manifester, on vient tomber sur eux, on les attrape, et le lendemain, on passe au procès. Pendant qu'il y a des gens qui ont fait 20 ans ici, ils sont dans les prisons civiles là-bas, ils attendent leur procès, c'est pas fait. Mais quand c'est l'opposition qui sort pour marcher, tout de suite là, on tombe sur vous. Mais c'est tellement expéditif que tu te rends compte. On arrête les gens hier, aujourd'hui, on passe au procès. Ça, vous avez suivi à Mafanko, à Dixie, à Kindia, c'est la même chose. Donc je crois qu'il y a une justice à géométrie variable dans ce pays-là. Et c'est ce qu'il faut arrêter. On ne peut pas arriver à un état de droit quand on se comporte comme cela. Voilà. Oui, Monsieur Diaby, votre réaction, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient d'avancer je ne suis Monsieur Tidiane? Est-ce qu'on a une justice sélective en Guinée? Pas du tout. La justice guinéenne, comme je l'ai rappelé dans les précédentes émissions, est régie par des principes qui sont républicains, voire même universels. C'est parmi ces principes-là, je peux par exemple citer le principe de l'indépendance de la justice et le principe même de l'indépendance du magistrat. Et ces principes, leur application sont aujourd'hui renforcées par la présence d'une institution de la République qui est le Conseil supérieur de la magistrature, qui a stratégiquement deux rôles. Le premier, c'est de veiller sur l'avancement des magistrats en grade, excusez-moi du terme. Et le second, c'est aussi de veiller à ce que ces magistrats-là, qui prennent des décisions au nom de la République, puissent le faire suivant le respect strict des règles de droit. Alors, M. Diaby, est-ce que vous appréciez le procès, en tout cas, qui est récemment ouvert contre les militants de l'opposition? Tout à fait. Nous sommes en procédure de délit de flagrance. Et quand une procédure de flagrance, de délit de flagrance ou de l'infraction et de flagrant délit est ouvert, un procès 10, vous comprenez, il est du droit des magistrats de procéder à ce que les dispositions du Code de procédure pénale les recommandent. Et qu'est-ce que ces dispositions du Code de procédure pénale recommandent à la matière? C'est celui de la citation directe. La citation directe implique que dès lors qu'il y a la commission d'une infraction à la loi pénale qui vient d'être commis par un citoyen, qu'il relève de l'autorité de la justice de traduire ces auteurs-là devant elle, la justice, pour qu'ils puissent être jugés et si éventuellement leurs responsabilités sont établies, dûment établies, qu'ils puissent être sanctionnés. Et que par après, qu'on puisse les mettre à la disposition d'un centre pénitentiaire. Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Vous savez, M. Mfali, ce qui est très déplorable dans ce pays, c'est que nous avons des opposants qui agissent au mépris de la loi de la Guinée, qui agissent au mépris des règlements qui concernent la gestion de notre République. Même s'ils se disent, en passant opposition et républicaine, mais il n'y a que le respect strict des règles de la République ne concerne nullement l'agissement qu'ils font sur le terrain. Si vous avez des opposants
qui sortent les enfants et que ces enfants-là ne soient pas suffisamment éduqués à se manifester avec les pancartes, à se manifester en suivant un itinéraire bien déterminé, à se manifester dans un mouvement d'ensemble qui soit contraire à la violence, qui soit contraire aux attaques inciviques, qui soit contraire à tout ce que, n'est-ce pas, le bon sens prohibe. Vous avez parfois des conséquences qui résultent. Et ces conséquences-là, c'est parfois l'étouffement de certains citoyens pauvres qui se trouvent de leurs propres pièges et aussi de certaines situations qui sont parfois déplorables. De toutes les façons, la mort d'un jeune guinéen, parce que quoi, nous constatons au sein de notre mouvement, la CEDIRAC, la convergence des jeunes pour la réélection du professeur Alpha Condé, que cela est une mort déplorable. Encore plus, une mort de trop. C'est pourquoi, justement, je profite de cette tribune pour interpeller l'esprit de l'opposition guinéenne dans son entièreté, afin qu'elle puisse savoir raison garder. Savoir raison garder, c'est de se soumettre aux lois de la République, c'est d'avoir le respect strict des institutions de la République, c'est de respecter ces institutions-là lorsque elle-même est partie prenante concernant la mise en place de ces institutions, telles que la CENI par exemple. Voilà. Alors, Monsieur Tidiane, très rapidement, en tout cas, on a quand même vu cette semaine, ce week-end, l'arrivée en grande pompe du président de la République. Donc, après avoir passé un bon moment donc à l'extérieur du pays, alors qu'il a été ovationné donc par ses militants et sympathisants, est-ce qu'il n'y a pas, comme certains le pensent, comme certains leaders politiques le pensent, est-ce qu'il n'y a pas deux poids deux mesures si aujourd'hui on interdit par exemple l'attroupement des militants et sympathisants de l'opposition, alors pourquoi accepter que le président de la République se fasse ovationner par des militants et sympathisants? Oui, votre réaction sur ça? Avant de répondre à cela, d'abord, je voulais un peu réagir par rapport aux propos que mon ami est en train de quand il parle de non-respect des lois par l'opposition. Mais je me demande, mon ami, là, sur quel point, comment un État qui refuse à l'opposition de manifester un droit constitutionnel, cet État-là empêche tout le monde. La dernière fois, vous avez vu au siège, c'est-à-dire, je dis, les gens, vous êtes au cœur de tout cela. Vous avez vu au siège de l'UFR, des gendarmes sont venus, pendant que nos militants étaient à l'intérieur du siège. Le siège d'un parti politique est inviolable. C'est là-bas que nous pouvons nous regrouper, c'est là-bas que nous pouvons manifester, c'est là-bas que nous pouvons nous préparer avec nos pancartes pour sortir pour marcher pacifiquement. Des gendarmes sont venus dans 6 pick-up nous enturer et tirer des gaz, accompagnés de loubards qui ont blessé des militaires avec des armes blanches. Vous avez pris des images, vous avez vu, on vous a fait partout. Mais quand on nous parle que l'opposition ne respecte pas la loi, je me demande on est sur quel point. Vous avez vu ces différentes violations de loi. Aujourd'hui, nous sommes pas... Oui, mais si c'est une manifestation interdite, je pense que la manifestation n'a pas été autorisée par le gouvernement. Est-ce qu'au préalable, vous avez l'opposition a adressé une lettre d'information aux autorités locales? Moi, je crois que le code pénal et le code électoral, le code pénal est clair sur ça. Hein? Oui. Quand vous voulez organiser une manifestation, c'est aux autorités locales. Aujourd'hui, nous avons des autorités locales illégitimes et illégales qui sont là depuis 4 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on adresse à qui? Que ce soit les maires, les délégations spéciales qui sont là sont illégales. Le gouverneur de la ville de Conakry qui est là est le plus illégal de tous les illégaux. Donc je me demande pourquoi on va adresser à une. Et puis la Constitution nous confère le droit de manifester. On n'est pas obligé à ce que l'autorité accepte qu'on manifeste ou qu'on ne manifeste pas. Donc je crois que cette phase de figure est établie. Nous sommes avec un État qui viole les lois tous les jours. Vous savez, on est à 5 ans d'un mandat où l'État est incapable d'organiser des élections communales. Et on sait que la démocratie, c'est à la base. La démocratie commence à la base et remonte vers le sommet. Aujourd'hui, ce gouvernement veut passer par des procédures frauduleuses pour se faire réélire en 2015. D'où le refus d'organiser des élections communales, installer des délégations spéciales, installer les chefs de quartier, installer les chefs de district, et nommer les sous-préfets pour qu'aux élections, qu'on puisse vraiment la facilité de remplir les caisses de feu. Donc, c'est pour juste répondre aux questions de mon ami que... Maintenant, concernant la manifestation pour recevoir Alpha Condé qu'on a vu la dernière fois à la télé, moi je crois que c'est aussi ridicule hein, pour un chef d'État qui a fait 5 ans de gestion. À la fin de ton mandat, quand tu quittes un voyage, tu n'as pas besoin vraiment de distribuer de l'argent dans les quartiers
donner 5 millions à chaque chef de quartier pour dire mettez les gens dans des bus, faites en sorte que je voie du monde devant moi, on va dans les clans, on va trouver des loubards, on va parler des dojos, on les prête aux gens. Cette stratégie qui a été utilisée? Mais effectivement, mais écoutez, ça se fait, on est dans les quartiers, mais vous êtes la presse, faites vos enquêtes, allez demander les chefs de quartier ce qui a été fait pour qu'ils puissent mobiliser les gens vers l'aéroport. Mais c'est ce qui a été fait. Pour un chef d'État qui a travaillé, tu n'en as pas besoin. Quand le peuple a confiance en toi, mais je crois que quand tu dis que tu arrives, les gens sont tout de suite là pour t'accueillir. Et puis tu n'en as même pas besoin pour en faire quoi. Aujourd'hui, les Guinéens ont besoin d'eau, d'électricité. Oui, mais est-ce que ça ne viole pas l'état d'urgence sanitaire? Et renforcer, je vous dis que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui se contredit tous les jours. C'est un gouvernement, ça ne me surprend pas parce que c'est un gouvernement d'incompétents et de médiocres réunis. Alors on prend une décision et puis on fait le contraire. Quand on annonce l'état d'urgence, on dit non, l'opposition ne va pas sortir parce que Ebola est là, c'est là. Et bien après, quand le président va venir, on appelle tout le monde. Mais alors, cet attroupement-là, c'est quoi? Ça se passe devant tout le monde, personne ne branche le main. Quand c'est l'opposition qui dit qu'il va manifester, elle dit qu'elle va manifester, on dit non, vous savez qu'il y a Ebola, c'est là. Mais quand le président de la République arrive, on débarque à l'aéroport, tous les mouvements de soutien de Dozo et de quoi je disais, à l'aéroport pour venir chanter, voilà, la maman pour le chef de l'État, c'est déplorable. Oui, monsieur Diaby, votre réaction? Je réitère, nous ne sommes pas contre les manifestations. Et je le rappelle, les manifestations... Oui, mais est-ce que vous appréciez que les gens se mobilisent fortement pour accueillir le président de la République avec l'état d'urgence sanitaire que la Guinée est en train d'observer? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de propagation de l'épidémie? Et le problème de l'épidémie à fièvre, du virus à fièvre Ebola, c'est un problème qui préoccupe le président de la République. Par surcroît, il venait de rentrer d'un voyage des États-Unis où il a dû plaider fortement sur les questions concernant la relance de l'économie guinéenne. Et il a pu obtenir bien des causes. Donc c'est naturel que lors du retour du président de la République sur Conakry, que la population qui a été très attentive sur des questions là relatives, surtout aux relances de l'économie guinéenne, puisse lui manifester ses reconnaissances, puisse lui manifester son adhésion par rapport au combat qu'il est en train de mener pour la Guinée, qui est le combat de la démocratisation, qui est le combat du développement. Vous savez, le professeur Alpha Condé, le combat qu'il est en train de faire s'inscrit en droite ligne dans le sens de l'amélioration du quotidien des Guinéens, dans le sens de l'amélioration du bien-être social et économique. Il se bat tous les jours, il fait à peu près plus de temps sur ces voyages-là à l'étranger qu'en étant en Guinée. C'est une question de rétablir le contact entre la Guinée et le monde. C'est une question de restaurer l'image de marque de la Guinée, qui est celle de l'image de marque d'un pays qui a été à l'avant-garde de tous les combats pour la libération de l'Afrique et qui a inspiré pas mal de pays africains, voire des pays dans le monde. Donc si il appelle ses militants à l'accueillir, ou en tout cas si son parti, qui est le parti RPG élargi sur l'alliance qui l'accompagne dans la gestion du pays, l'alliance arc-en-ciel, pense qu'un accueil réservé au président de la République pourrait être de nature peut-être à fortifier son élan de combattant pour la démocratisation, pour la recherche des moyens de financement, afin qu'on dispose plus de moyens, plus de ressources possibles en ce qui concerne le financement des différents projets de développement qu'il est en train de mettre en place, je pense que ça ne peut être que salutaire. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques de propagation? Parce qu'on a quand même vu à l'aéroport, il n'y a aucune méthode de prévention, en tout cas, qui a été respectée au pied de la lettre pendant cette réception. Il faut voir un peu les informations sur la présence actuelle par rapport à la propagation du virus Ebola en République de Guinée. Nous savons la seule raison sur 4, vous comprenez, qui reste aujourd'hui à peu près un problème pour le gouvernement, en ce qui concerne l'obtention d'une rupture définitive
par rapport à la rupture de la chaîne de contamination de la fièvre hémorragique avec Ebola, c'est la Basse-Côte. Mais si vous prenez aussi la Basse-Côte, vous en faites une analyse très rationnelle, vous constaterez que le bassin du virus se trouve beaucoup plus en dehors de la ville de Conakry que dans la ville de Conakry. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc une manifestation de 2, 3 heures, voire 4 heures à la rigueur, qui consiste à manifester son adhésion au programme politique de son pays, aux idéaux de son président de la République, afin de fortifier les élans de bonne intention, les élans de la bonne disponibilité en termes de vision que ce pays, que ce président-là incarne, et je pense que ça ne peut être que salutaire, ce n'est nullement contradictoire, ça s'inscrit dans une seule logique, ils disent, c'est celle d'aider la Guinée à se relever après qu'on ait été durement, je dis bien durement, frappé par ce virus-là à fièvre Ebola. Oui, votre réaction rapidement. Voilà, moi, je prends mon ami sur le mot quand il me dit que 4 heures de manifestation, c'est pas mal pour recevoir son président. Mais vous savez, en 4 heures, on peut contaminer combien de personnes? Les gens qui sont là, qui s'agitent sur le soleil avec des sueurs, tu vois, ils montent, ils descendent avec des montures partout. Il y a des chaînes qui se dégagent. Et vous avez Ebola, ça se contamine comme ça. En 4 heures, combien de personnes on peut, pendant que vous avez plus que c'est un chef d'État qui arrive. Et même, il m'a dit qu'il vient d'une mission où il se bat pour défendre le pays, pour qu'on puisse éradiquer cette épidémie. Mais je suis désolé. Le patient zéro, Ebola a été détecté en Guinée. Mais aujourd'hui, les pays qu'on a contaminés parce qu'on a été incapable de circonscrire la maladie, le Libéria et la Sierra Leone, aujourd'hui, on a fini avec cette histoire d'Ebola. Ils ont rompu la chaîne de contamination. Mais la Guinée, on continue. Je connais dans les radios qu'il y a 12 cas aussi qui sont détectés. Jusqu'à présent, on est là parce que Ebola est devenu, le président l'a dit, il n'a pas manqué de dire que c'est une opportunité. Mais oui, c'est une opportunité parce que c'est devenu de Ebola business. Maintenant, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans cette histoire de commission nationale d'Ebola ou ministre, je ne sais pas quoi, les gens sont en train de se construire des maisons. Les femmes des ministres et autres sont en train de créer des associations fantômes pour leur retirer de l'argent pour Ebola. Et après, c'est des pick-up qui sont arrivés, qui nous ont été offerts par les institutions, UNICEF, et ainsi de suite. Ça se partage entre les copains, copines et puis les membres du RPG. Je me demande en ça comment on peut lutter contre une épidémie. C'est le problème. Et mon ami me dit qu'Alpha est allé pour rétablir la relation entre la Guinée et l'international. Moi, on aimerait bien qu'il soit en Guinée. Ça fait une semaine qu'à Conakry, les gens n'ont pas d'eau. Ça fait une semaine que les femmes de Conakry sortent avec des bidons sur la tête, qui se promènent partout pour rechercher de l'eau. Après 5 ans de pouvoir. Mais où allons-nous? Les gens vont dans des maisons, ils n'ont pas d'électricité avec toute la chaleur que ça fait, moustique, ça se va partout. 5 ans, on n'a pas. 5 ans, le monsieur est incapable de rendre la capitale propre. Une capitale qui ne vaut même pas 2 millions d'habitants. Pendant que quand tu parles de Lagos, c'est 10 millions d'habitants, c'est plus peuplé que toute la Guinée. Mais on ne peut pas, et on savait, on dit non, le président allait rétablir la relation avec quelle institution, mais pourquoi faire? Vous êtes, le monsieur, il a arrivé, tout oui, mais l'assainissement de la ville de Conakry, je pense qu'on a un gouverneur pour ça. Oui, mais écoutez, ça suit un régime, un gouverneur pour ça, mais ça fait 5 ans, on a quoi? Tous les jours, les moustiques nous giflent et nous piquent partout, mais je me demande, l'État existe, l'État c'est quoi? Mais quand c'est le chef d'État qu'il faut arriver, on distribue de l'argent, alors on crée la mamaya partout, c'est le crack, c'est Agidac, c'est Morelac, c'est Cérélac, on ne comprend plus rien, ça se crée partout. Mais on ne gère pas, non, écoutez, on ne gère pas, on ne vient pas au pouvoir pour amuser de la galerie, hein, pour dire que non, les gens n'ont pas fait ceci, fait cela. À 5 ans, comme on l'a vu dans les autres pays, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, ou dans les autres pays qui sont arrivés, les autres présidents qui sont arrivés au même moment que le président aujourd'hui, c'est en train de montrer les actes qu'ils ont posés. Mais chez nous, on continue à chanter la mamaya encore. Et ça, c'est déplorable. Moi, je crois que les Guinéens doivent faire en sorte qu'aujourd'hui, que cette année, qu'on puisse vraiment changer cette situation pour aller, pour avoir plus clair, mener les hommes qu'il faut, les hommes compétents, les technocrates, vraiment pour nous sortir de l'ornière. Oui, mon ami a parlé des éléments qui concernent le développement de certains secteurs. Il a parlé de l'eau. Depuis combien de temps ce secteur-là n'a pas reçu un investissement conséquent? Mais c'est le gouvernement en place de le faire, c'est pas l'opposition de le faire. Hein. Je dis bien, depuis combien de décennies? Depuis combien de décennies? Le président de l'UFRH, que je cherche, était à la primature. Je peux te briefer le bilan de Sidia. Pendant 3 ans et quelques. 2 ans et demi, je te rappelle, 2 ans et demi. Pendant des années 10, à ce que je cherche, il participait en tant qu'acteur à la gestion du pays. Quelle eau il aura donné pour la ville de Conakry? Et par extension, quelle eau il aura donné
pour la Guinée. Tout ça. Alors, M. Diaby, vous voulez dire... Et deuxièmement... Vous voulez dire que le président Fakonde est en train de gagner là où les leaders politiques ont échoué? Le club des incapables, je dirais comme ça. Excusez-moi du terme, le club des incapables, je m'explique. Prenez le secteur comme celui de l'eau. Vous savez, Fali, des projets de développement nécessitent beaucoup de financement et beaucoup de stratégie en termes de recherche en vue de l'exécution de ces projets. Est-ce qu'on se fait comprendre? Le président de l'UFR a une part dans le retard de ce pays pour avoir été un gestionnaire et pour avoir été incapable de résoudre les problèmes développementaux de manière durable. Je ne parle pas des projets conjoncturels. Vous comprenez? Donner de l'eau et que dans l'après-midi, qu'il n'y ait pas de l'eau dans les robinets. Donner de l'électricité le matin et que dans l'après-midi, qu'il n'y a pas de l'électricité dans les ménages. Je ne parle pas de projets comme cela. Je parle d'un gestionnaire qui a le sens élevé de la République, de la responsabilité, et un technocrate très courageux, qui puisse mettre en place un projet de développement qui s'inscrit dans la durée et dont les effets indus en termes de perception par rapport à l'amélioration du bien-être social et quotidien de la population s'inscrivent aussi dans la durée. Vous comprenez? Il parle de l'électricité. Prenez le projet Kaleta. C'est l'un des plus grands investissements jamais réalisés en Guinée par un régime et dans un laps de temps de 4 ans. Pendant que eux, sur 24 ou 26 années, il était carrément impossible de réaliser un ouvrage pareil. Garafuri là, dont même les mendiants, même les élèves, dont même les imams dans les mosquées ont contribué, ça n'a absolument servi à rien. Ça n'a absolument servi à rien parce qu'il y avait plus d'intention de corruption en vue de l'appropriation des fonds qui devaient être affectés par rapport à l'exécution de l'ouvrage que la volonté réelle de donner à la Guinée de l'électricité par l'implantation d'un barrage hydroélectrique digne de nom. Ils verront bien, nous sommes à quelques jours du lancement de la première tribune du barrage hydroélectrique Kaleta et ça viendra répondre de manière très positive, de manière très favorable à la demande d'électricité des ménages et voire même à la demande d'électricité des industries. Quand il me parle de tous ces projets-là, Garafiri, écoutez, ceux qui ont construit Garafiri, si tu parles de corruption, ceux qui l'ont fait sont avec vous, de gouvernement, sont avec le professeur Fakonde. Garafiri, c'est avant Sidia. S'il est arrivé ici, je le rappelle que Sidia n'a pas été un président de la République, c'était un premier ministre qui est venu de 96 à 97. 2 ans, c'était un premier ministre, mon frère. Alors, les actes que Sidia a posés en tant que Premier ministre à l'époque, tout le monde le sait, il est arrivé en Guinée sur fond de crise. Le président Conte est allé le chercher pour venir parce que toute l'économie guinéenne était rouge pour sortir ce pays de l'ornière. Et quand il est arrivé, il a posé des jalons, des actes. Le problème d'eau, quand Sidia avait 6 mois après, le problème d'eau et d'électricité ne se sont jamais posés. Ensuite, il a dit au Conakry, quand il est arrivé à Conakry, il voit l'obscurité. Mais comment pour nous vivre dans une telle obscurité? Les problèmes ont été posés, il l'a résolu en 6 mois. Avec 6 millions de dollars. 6 millions de dollars, je vous rappelle, pendant qu'il y a une centrale thermique ici qui a été achetée par le gouvernement en place, d'une valeur de 140 millions, on ne sait pas où c'est, les ferrailles sont derrière la radio Coloma, et il n'y a pas eu de disque pour nous dire où sont partis nos argents. Et le Premier ministre, le ministre qui est passé à la télé ici, sur l'espace, où il a dit qu'il y a 1 milliard qui a été investi, 1 milliard d'euros investi dans l'électricité en Guinée. Mais tous ces gens devaient être en prison. Comment on peut prendre l'argent du contribuable guinéen, 1 milliard, et qu'aujourd'hui, 4 ans, nous sommes à la 5e année de ce mandat encore, les gens n'ont pas d'électricité. Alors on nous fait parader le projet Kaleta, ceci, Kaleta, c'est cela. Mais écoutez, Kaleta est nulle part, c'est dans leur bouche, c'est eux qui en parlent. Mais le Guinéen lambda va attendre 5 ans pour avoir de l'électricité. Il y a tellement d'actes. Quand je prends le projet d'assainissement, quand le président Sidia est arrivé en Guinée, il a fait obtenir à partir de la banque des institutions financières un montant de 5 millions de dollars pour régler le problème d'assainissement à Conakry. Quand tu prends des projets comme PDI qui permettent aujourd'hui aux préfets, aux villes, aux communes de Conakry d'avoir le goût d'orienter le projet, le plan de développement urbain a été initié par le président Sidia. Le PACV, le plan d'appui aux collectivités villageoises, c'est lui qui a la Guinée Vision 2010. Ce sont des réalisations que le président a fait. L'élévation de la culture du coton, de passer à 600 tonnes à 600 tonnes. Comme ça, c'est des actes importants qui ont été posés. Et je vous dis que l'État, c'est la conduite du service public. Quand Sidia a quitté, vous fermez tout.
Tidiane, on va s'écouter sur ce plateau. Alors, Oui. à présent, on va parler Oui. de la CENI. Monsieur Gabi, alors l'institution en charge de l'organisation des élections Oui. en Guinée a lancé cette semaine la révision exceptionnelle donc du fichier électoral. Dites-nous, quelle analyse faites-vous des actions que la CENI réalise alors qu'elle est aujourd'hui désavouée carrément par l'opposition guinéenne? Et avant de répondre à cette question qui me semble être d'une importance capitale, je veux souligner un fait. C'est pas parce qu'on est Premier ministre qu'on ne doit pas aimer son pays. C'est pas parce qu'on est Premier ministre qu'on ne doit pas imaginer, voire incarner un système de valeurs judiciaires adéquat afin d'aider le pays à se sortir de la pauvreté. Vous savez, le Premier ministre qui de manière très extraordinaire a sorti la Turquie de la pauvreté était un Premier ministre. Il s'appelle Tayyip Erdogan. Le pouvoir du Premier ministre n'est pas le même pouvoir que le Premier ministre. Le Premier ministre n'était pas chef du gouvernement. Le président Macky Sall, qui dirige actuellement ce pays dont j'aime beaucoup, vous comprenez, il fut d'abord un Premier ministre qui a été à l'avant-garde de la réalisation des ouvrages de développement. Donc, tous les Sénégalais ont reconnu, en quelque sorte, et accepté, en termes d'impact sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur bien-être social. Et c'est ce qui lui a valu, en quelque sorte, d'être plébiscité, dirais-je, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la présidence qu'il occupe aujourd'hui. Même celui de la Côte d'Ivoire, c'est effectivement un ancien Premier ministre qui s'est illustré dans la leçon. Le peuple le lut. Et le peuple qui le lui est reconnu, lui est resté très favorable en quelque sorte. Et cela s'est matérialisé par sa propre élection aujourd'hui à la tête de ce pays. Donc, ce n'est pas parce qu'on est Premier ministre qu'on doit sortir un argument pour dire que je ne dois pas aimer mon pays, je ne dois pas laisser des marques indélébile par rapport à sa gestion. Je vais me borner à m'enrichir, je vais me borner à construire mes propres business, à éparpiller mes biens partout et à aller faire loger les fonds de par le monde et dans les banques internationales pour mettre son pays sur la voie de la dérive. Alors, c'est ce que Sidi a fait à votre avis? Et je ne dirais pas que c'est ce que Sidi a fait, mais si vous constatez, vous interrogez la réalité, l'état de médiocrité dans laquelle les citoyens guinéens se trouvent, l'état de dégradation des institutions dans l'état de dégradation, disent, dans lequel les gens se retrouvent, vous comprenez, vous verrez que pour beaucoup, ce club-là des incapables, disent, qui n'est constitué que par ces anciens premiers ministres, ils sont beaucoup responsables de ces faits. Alors, répondez à présent à ma question sur la CENI. Donc, pour répondre à votre question, ce qui concerne la CENI, nous sommes des républicains, nous sommes des républicains, disent, au niveau. Et donc, à la question qui concerne, du moins, c'est sujet moi des termes de cette. Donc, la CENI est d'abord une institution républicaine qui est régie par les règles de la République. Pour sa composition, la loi qui prévoit sa composition a ouvert une possibilité à l'ensemble des partis politiques de devenir un membre intégrant. Oui, mais est-ce que cette institution est décriée et au même moment elle continue selon l'opposition sa fuite en avant? Effectivement, cela voudrait dire que la CENI, en tant qu'institution de la République, sa gestion ne doit pas relever de l'humeur de quelqu'un, en quelque sorte. Les institutions se gèrent suivant les règles de la République. Et ces règles de la République qui prévoient d'abord la composition de la CENI ouvrent toute une place pour les partis politiques afin de participer activement dans tous les processus de décision, de prise de décision qui s'effectuent au sein de la CENI. Et parmi ces processus de décision pris par la CENI, vous avez le chronogramme qui a été fixé. Ce chronogramme-là renvoie à une élection présidentielle le 11 octobre et à une élection communale communautaire dans le premier trimestre de 2016. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, à supposer que
cette institution républicaine, régie par les lois de la République, s'organise et estime que les opérations de vote par rapport au chronogramme qu'elle a du moins proposé, vous comprenez, qu'elle a proposé à ses partenaires, à l'État et ses partenaires, doit s'inscrire naturellement dans cette continuité. C'est pourquoi, effectivement, vous n'avez pas que la révision des fichiers électoraux, vous avez par exemple l'installation des démembrements de la CENI, à laquelle les membres même de ces partis, des différents partis politiques qui sont en train de faire du tralala, du bruit aujourd'hui, ont participé. Voilà. Oui, M. Tidjane, votre réaction voilà, sur la révision exceptionnelle du fichier électoral écoutez, par la CENI, alors qu'elle est aujourd'hui décriée par l'opposition. Effectivement, cette CENI est décriée parce que il y a certains principes qui fondent des valeurs sur lesquelles cette CENI doit être installée, qui sont plus respectés aujourd'hui. Nous avons parlé de la parité, de l'opposition, du pouvoir et de la mouvance au sein de cette CENI. Mais vous savez, après les élections législatives de 2013, l'échiquier politique a un peu changé de physionomie. Il y a des partis qui se relevaient de l'opposition qui ont balancé et qui ne sont plus avec l'opposition. Donc je crois qu'à ce niveau, ce principe de parité n'est plus respecté. Ça c'est un. Deuxièmement, quand mon ami parle de l'humeur, que la CENI ne doit pas relever de l'humeur de quelqu'un, j'aime bien que ça soit ainsi, parce qu'on a vu cette CENI se faire inviter à la présidence de la République. Vous les médias, vous avez suivi ça. On a vu le commissaire de la mouvance qui a été reçu par le président de la République pour une institution indépendante, mais elle n'est plus indépendante. Et vous avez vu, cette CENI a envoyé le budget des organisations des élections communales dans le budget 2014. Ils ont envoyé à l'Assemblée le budget pour l'organisation des élections communales. Et après, lorsque le président de la République à l'étranger a dit, c'était à Bruxelles, où il a annoncé qu'il est prêt pour l'organisation des élections présidentielles en octobre, automatiquement, le lendemain, vous avez vu, la CENI prend une déclaration pour dire les élections communales, les élections présidentielles le 11 octobre et les communales après. Il a repris les mêmes déclarations sur la radio, la Voix de l'Amérique, et tout récemment en France, il a fait la même déclaration. Mais si la CENI ne dépend pas de l'humeur de quelqu'un, on voudrait bien, on a l'impression aujourd'hui que ça dépend de l'humeur du président de la République. Et quand il donne une décision, c'est appliqué tout de suite. On ne peut pas comprendre qu'en 5 ans, qu'on ne puisse pas organiser des élections communales, et que quand les mandats des élections des communales sont issus il y a longtemps, et la CENI, elle est là, elle est incapable, parce qu'il y a de l'influence à gauche ou à droite, incapable d'organiser des élections communales. Donc le problème c'est là, nous avons dit que nous ne reconnaissons pas cette CENI centrale parce que le principe de parité n'existait pas. Pourquoi nos gens ont pris par l'installation des démocraties. Vous ne reconnaissez pas aussi les actions qu'elle réalise aujourd'hui dans le processus électoral. Écoutez, les actions qui sont en train de réaliser aujourd'hui, l'installation de démembrement, nos responsables ont pris part. Ça a déjà été fait. Voilà, donc ils sont là, ils sont là, ça se passe devant eux, c'est pourquoi, pour la révision des fichiers, on a demandé à nos militants de se faire recenser, parce que c'est important. La volonté du pouvoir était de faire en sorte que l'opposition ne prenne pas la révision des fichiers, pour que, comme ils l'ont fait lors des élections législatives, pour qu'ils puissent remplir vraiment les militants ou des fictifs, qu'on ne puisse les mettre sur le fichier. Nous voulons empêcher cela. C'est pourquoi nous avons demandé à nos militants de participer à la révision. Oui, mais est-ce que l'opposition n'est pas en train de faire la politique des gribouilles? C'est-à-dire, je ne comprends pas politique des gribouilles, ça veut dire quoi? Faire semblant de participer à une chose et rester à côté, parce que vous avez désavoué catégoriquement, en tout cas, les actions, la CENI, elle d'abord, et ces actions. Pourquoi envoyer des délégués donc de vos partis politiques au sein de cette institution? Elle est claire. Vous ne pouvez pas décrire une chose et aimer la chose à la fois. Monsieur, je vais être clair, je vous explique clairement. Nous avons dit, nous ne reconnaissons pas la CENI centrale, parce que les commissaires de la CENI sont élus pour 7 ans. Oui, mais il y a combien de CENI? C'est la CENI locale. Non, écoutez, les démembrements sont installés chacun. Les démembrements sont renouvelés. Voilà, il y a eu un renouvellement au niveau des démembrements. Et au niveau des démembrements, nos responsables sont présents. Mais aujourd'hui, au niveau de la CENI centrale, nous n'avons plus que 3 personnes qui, ici, je ne sais même pas si ils valent 3 maintenant qui reprennent l'opposition, tous les autres ont basculé du côté de la mouvance, ils ont été achetés, donc on ne peut pas avoir confiance en cette CENI. Mais le fait que je nouveau le démembrement, nous avons nos responsables qui sont présents là, et la révision se passe devant eux, mais je suis d'accord, pourquoi on ne demanderait pas à nos militants de se faire réviser. On va dire non, ne participe pas à la révision pour ouvrir une brèche au pouvoir en place, de remplir les fichiers de fictifs, on ne le fera pas. Oui, monsieur Gadi. Vous savez, l'opposition guinéenne évolue de contradiction en contradiction. Cela, je mets à l'actif d'une seule chose.
c'est leur incompétence vis-à-vis de l'appropriation des compétences techniques qui soient indispensables à la gestion d'un pays. Le professeur Alpha l'a dit, le débat politique devrait normalement se déplacer de la rue pour aller à l'Assemblée nationale, dont une partie intégrante est représentée aujourd'hui par cette opposition. Mais que ces oppositions-là ne cherchent même plus qu'est-ce qu'elles doivent faire d'un Parlement, c'est vraiment une question que moi, Diaby, je me pose. Parce que je constate. Mais Diaby, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu aujourd'hui de mettre sur la table de l'Assemblée nationale, en tout cas, toutes les revendications de l'opposition, alors qu'il y a certains leaders politiques, en tout cas, qui sont membres de cette coalition, mais qui ne sont pas à l'Assemblée nationale? Naturellement, si vous prenez l'essentiel, je parle de l'opposition essentielle, je ne parle pas des micro-partis. Vous comprenez? L'opposition essentielle est majoritairement représentée à l'Assemblée nationale. Et je pense que l'Assemblée nationale, dans toutes les démocraties du monde, constitue un lieu de débat, constitue un lieu de concertation, constitue même à la limite un lieu où l'opposition, à travers ses visions pertinentes transformées en termes de propositions de loi, participe de manière très efficace à la gestion du pays. Mais que ces oppositions-là aujourd'hui se retrouvent dans la rue parce qu'elles ne savent plus qu'est-ce qu'elles doivent faire d'un Parlement pour s'aimer le désordre, la terreur, malgré qu'on vit une situation de crise sanitaire causée par un virus très sauvage. Vraiment, moi, en tant que jeune, je pose la question. C'est pourquoi, naturellement, nous interpellons la jeunesse à nous rejoindre, parce qu'on n'a qu'un seul slogan, c'est celui de comparer avant de choisir son président de la République. Nous constatons que la comparaison est l'instrument qui soit le plus efficace en ce qui concerne la désignation d'un choix responsable. Et ce choix responsable aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour la mouvance incarnée par un président d'une stature internationale et nationale, qui est le professeur Alpha Condé, qu'une autre personne ou qu'un autre individu, excusez-moi du terme. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord que la CENI, c'est une institution téléguidée? Pas du tout. Vous avez, si vous prenez par exemple, vous essayez de déshabiller même, excusez-moi du terme, il s'agit encore une fois d'une institution de la République. Si vous prenez la CENI, vous essayez de déchiqueter par rapport à ces membres qui le représentent. Vous verrez qu'il y a des membres parmi ces membres représentatifs, ceux qui viennent de l'opposition. Et parmi encore ces membres de l'opposition, vous verrez que la majorité viennent des familles immédiates de ces honneurs-là de l'opposition. Donc, on peut sortir un argument pour dire que ces gens-là ont été soudoyés, pour dire que ces gens-là ont été amadoués. Je pense qu'il faut le mettre à l'actif de l'inexpérience, voire de l'incompétence de ces différents partis politiques. Sachant le rôle stratégique d'une CENI dans une démocratie par rapport à l'organisation du processus électoral dans son entièreté, il se devait bien de se poser 1000 fois ou 10 000 fois la question de ce que doit être leur propre représentation au sein de cet organe-là. Chers invités, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, vous allez vous saluer et lancer un appel à l'endroit des militants et sympathisants, à l'endroit du peuple de Guinée pour la préservation de l'unité nationale et de la paix en Guinée. Oui, Monsieur Tidjane, quel appel avez-vous aujourd'hui à lancer à l'endroit du peuple de Guinée et à l'endroit des acteurs politiques, justement pour la reprise du dialogue interguinéen? L'appel que je puisse lancer aux acteurs politiques, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'on respecte les lois de la République. Il faut faire en sorte que quand nous prenons des engagements, quand nous signons des relevés de conclusion, qu'on puisse les respecter. C'est sur ça qu'un État fort se fonde. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est arriver à respecter les lois de la République. La paix, c'est arriver à mettre en place des institutions fortes d'une République. La paix, c'est permettre aux populations d'avoir accès aux besoins primaires, avoir accès à l'eau, à l'électricité, à une bonne éducation, à des infrastructures, pouvoir se déplacer. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, on est en train de nous mettre
de nous cloisonner dans un débat électoraliste pour ne pas qu'on parle de bilan. C'est de ça qu'il s'agit. Si l'opposition se bat aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait une alternance en 2015. Parce que les 5 dernières années qui sont passées, les Guinéens n'ont jamais souffert autant. Les gens ont souffert, les gens sont fatigués. Donc il faut faire en sorte que cette année, qu'on puisse arriver à une alternance nous permettant de mettre en place un homme qui puisse répondre aux besoins de la population, un homme qui puisse penser aux souffrances de la population, un homme qui a de la vision, qui puisse poser des actes importants pour sortir ce pays de l'ordinaire et envoyer la Guinée vers l'émergence. Et aujourd'hui, c'est l'alternative crédible que nous avons, c'est le président de l'UFR, le président Sékou Touré. Donc j'en appelle au sens de responsabilité à tous les intellectuels, à tous les Guinéens, jeunes, femmes, qu'il faut de penser à cela, de ne pas se laisser dans des débats ethniques pour dire que c'est mon cousin, pour les aider dans des débats régionaux, pour dire que non, nous venons de la même région. Comme on a dit, il faut penser à ce sens-là. Qui peut faire l'affaire de la Guinée? Qui peut sortir ce pays de l'ornière? Oui, monsieur Mamadi Diaby. Je vais lancer 2 appels. Le premier concerne l'opposition et dite républicaine. Je vais le dire que la République suppose la présence des règles et que ces règles-là sont impersonnelles. Donc, puisqu'elles se disent opposition républicaine, qu'elles puissent s'en tenir au respect de ces règles, qu'elles puissent accepter de se l'appliquer dans son entièreté. Et le deuxième appel, le plus important, c'est l'appel que je vais lancer à la jeunesse. Vous savez, le professeur président de la République du Sénégal d'alors, Maître Abdoulaye Wade, disait la disponibilité de la jeunesse africaine est beaucoup plus important que les milliards de l'Occident. Mais quelle jeunesse Maître Abdoulaye Wade parlait-il? Il parlait d'une jeunesse préparée. Il parlait d'une jeunesse qui s'inscrit dans le dynamisme de sa propre formation, dans le dynamisme de sa propre perfection, afin de participer vaillamment à la construction de son pays. Contrairement aux jeunes aujourd'hui qu'on voit, qui se laissent facilement manipuler, qui se laissent entraîner des partis politiques et qui deviennent une sorte de casserole qui produisent non seulement du bruit, mais aussi qui s'attaquent à la personne des citoyens paisibles, qui s'attaquent à leurs biens, qui s'attaquent aux valeurs de la République, au fondement même de notre pays, la Guinée. Donc je leur dirais de nous rejoindre dans notre mouvement d'ensemble. Il s'agit bien de la CESIRAC, la convergence et des jeunes pour la réélection d'Alpha Condé, qui est un mouvement national, de nous rejoindre, parce que en notre sein, nous n'avons qu'une seule mesure, excusez-moi le terme, c'est la comparaison. Une fois encore, la comparaison est le seul instrument qui soit le plus efficace par rapport à la désignation d'un choix responsable. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre obligeante attention. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain avec d'autres acteurs politiques pour décortiquer l'actualité sociopolitique nationale ou internationale. Prenez soin de vous.